D'où ça vient ce flou à l'Olympique de Marseille? J'aimerais avoir votre avis. En réalité, c'est toujours compliqué de se prononcer sur ce genre de situation, dans le sens où, pour moi, un club comme l'Olympique de Marseille, c'est assez particulier de faire venir des coachs en cours de saison. Maintenant, par rapport au bilan qui nous a été montré de Gattuso, c'est vrai qu'il est assez décevant. La dernière victoire, mis à part la victoire contre Thionville, elle date du 17 décembre contre Clermont, qui est une équipe qui est en difficulté. Et un peu plus globalement, pour faire le lien avec le match d'hier, c'est vrai que Gennaro Gattuso, ça n'a jamais été un coach avec une patte footballistique, en tout cas à partir depuis qu'il coach. Mais au moins, on aurait pu attendre qu'il apporte cette grinta, cette envie, ce supplément d'âme pour peut-être aller bousculer ses adversaires ou aller chercher quelque chose. Hier, face au 16e, 15e Un Lyon pas terrible en plus. Un Lyon pas terrible, mais on a vu une équipe qui avait envie de se saigner devant ses supporters. Mais pour revenir à la question initiale, c'est vrai que Gennaro Gattuso, on a un peu de mal à dresser peut-être son portrait, mais je ne suis pas sûr que ce soit le seul fautif. Pour moi, il y a un recrutement qui a été fait qui n'est pas forcément le meilleur. Des joueurs qui n'arrivent pas à s'acclimater aussi à l'environnement de Marseille. Peut-être trop de pression, peut-être pas assez d'exigence pour un club comme l'OM. Et hier, il y a des joueurs qui ont été critiqués, parce que quand on voit Verretou qui est critiqué, Kondogbia qui est critiqué… Alors Verretou, il passe quand même un petit peu entre les mailles du filet. Quand je dis critiqué, c'est qu'on arrive à leur faire des remontrances, mais c'est vraiment quand les joueurs sont absents que tu remarques vraiment leur importance. Et hier, tu te retrouves avec deux mecs qui reviennent de la CAN, qui ont à mon avis pas forcément la tête à jouer contre le 15e, avec Jean Onana, qui est une recrue qui est déjà très décriée alors que ça fait 3 semaines qu'il est là. Qui jouait quasiment pas au Beşiktaş. Mais je pense que c'est plus une gestion globale au niveau du club, notamment avec Pablo Longoria, qu'on voit alors un peu moins, mais j'ai l'impression qu'il est assez détaché par rapport à ce qui se passe, alors que pour moi, c'est quelqu'un qui maîtrisait aussi cette communication, qui faisait du bien à ses entraîneurs par le passé. Et aujourd'hui, le fait de ne pas prendre ce lead et de laisser peut-être aller Gattuso aller au charbon, qui a une communication un peu moyenne, et ben au final, on a envie de tout rejeter sur le coach. Et, dernière phrase, pardon, mais c'est vrai que Longoria, il a fait tellement de belles choses dans un moment où Marseille était en difficulté, qu'on a peut-être envie d'oublier et de ne pas le mettre Marseille, on passe très vite à autre chose. Non, mais on n'a pas envie de le mettre forcément en porte-à-faux, alors que pour moi, dans un club, à partir du moment où il y a un président qui est capable aussi de faire le recrutement et qui te ramène tel joueur, tel coach et tout, eh ben c'est une globalité qu'il faut prendre en compte. Et je pense qu'il y a des soucis un peu à tous les étages, malheureusement. Donc virer Gattuso, ce ne serait pas forcément la meilleure des solutions, parce que tu vas prendre qui? C'est juste ça la question. Il y a qui est libre aujourd'hui pour pouvoir faire mieux que Gennaro Gattuso? Assumer ce qu'il faudrait faire à Marseille, c'est-à-dire les mettre sur le devant de l'affiche, sur le podium notamment. Pour moi, ce ne serait pas la solution, mais c'est normal qu'ils soient décriés au vu de ces résultats et des fiches qu'on a. Donc pour toi, Gattuso, pour l'instant, on ne peut pas faire mieux, donc on reste. De ton côté, Sacha, Bilal, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de Gennaro Gattuso? On peut pas se permettre d'avoir une saison avec 3 entraîneurs non plus. Je veux dire, il y a déjà Marcelino qui est parti en début de saison, tu te retrouves avec Gattuso. Déjà aussi, voilà, Marseille s'est retrouvé dans une situation que le club n'a pas choisi. Parce que globalement, Marseille avait choisi de mettre… les événements de la commanderie ont remis énormément de choses en cause. De confier aussi les clés à Marcelino. Parce que globalement, Longoria, il a toujours fait appel à des entraîneurs avec, à la limite, au moins une identité de jeu, une vraie patte. Marcelino, c'était le 4-4-2. Igor Tudor avait également son système de jeu. Donc, Marseille s'est retrouvé dans cette situation qui était compliquée. Je pense qu'on a peut-être un peu atteint aussi les limites de la méthode Longoria. Longoria, je l'ai souvent dit, c'est un bricoleur, c'est un très bon bricoleur. Il a toujours réussi à plutôt faire des mercatos intéressants en faisant venir des joueurs soit en prêt ou en relançant des joueurs. Là, tu vois, aujourd'hui, le problème, c'est que Marseille ne peut plus se contenter de bricoler. Je veux dire, Marseille, c'est un club qui, je l'avais dit d'ailleurs dans l'émission il y a 2 semaines, c'est un club qui, globalement, si tu mets le PSG de côté, c'est l'un des clubs français qui est le plus régulier au classement. C'est un club qui… Dans une instabilité chronique. Voilà, dans un club qui est quand même assez instable, mais qui parvenait toujours à bien se positionner en Ligue 1. Qui arrivait à finir 4e, qui arrivait à prendre les places de Ligue des Champions. Sauf qu'il y a un moment donné, ok, tu parviens à stabiliser le club d'un point de vue sportif avec des bons résultats en championnat. Mais à un moment donné, il y a aussi la step supérieure. La step supérieure, c'est d'aller chercher un trophée, d'aller chercher la coupe.
Alors concurrencer le PSG, c'est peut-être un peu prétentieux, mais bon, je veux dire, Lille l'a fait. C'est pas prétentieux. Lille l'a fait, Lens l'a fait. Non. Lille l'a fait. Ça doit être l'exigence numéro 1 à l'Olympique de Marseille. L'objectif, au moins, pas forcément, je ne dis pas d'aller chercher le titre, mais au moins de plutôt concurrencer le PSG. Et c'est là que la méthode Longoria a peut-être aussi ses limites. C'est qu'à un moment donné, on ne peut plus se contenter de bricoler. Il faut aussi construire sur le long terme. Tu ne peux pas éternellement changer d'entraîneur tous les ans, éternellement faire des prêts, renvoyer les joueurs, reprendre des prêts. À un moment donné, voilà. Après, je pense que Longoria est fait avec les moyens qu'il a. C'est un ancien scout. Il a peut-être aussi cette hérésie du mercato qui le force à vouloir. Je pense qu'il a frénésie. Frénésie, pardon. J'ai dit quoi? Hérésie. Il est tard, s'il vous plaît. Je pense qu'il fait. Moi, malgré tout, je maintiens que Longoria, c'est quelqu'un qui a fait du bon boulot, mais je pense qu'il y a peut-être aussi des limites, et je pense qu'il fait avec les moyens. Je rejoins Abdel, je pense que virer Gattuso, ça n'aurait aucun intérêt, donc tu vas prendre qui à la place? Juste avant de donner la parole à Abdel, il y a quand même quelques commentaires qui sont intéressants. Le pire, quand tu perds 1-0, tu fais des changements de joueurs, mais en gardant le même système. Ça, je suis totalement d'accord. Je vais revenir après sur le système de manière générale à Marseille. J'ai l'impression que cette équipe, elle est conçue pour aucun système, ce qui est très très difficile pour un entraîneur. 4 entraîneurs en 3 ans. Chaque changement de coach, il y a 50% de renouvellement de l'effectif entre chaque saison, plus changement de philosophie à chaque fois. C'est vrai qu'on passe de Tudor à Marcelino, c'est quand même très particulier. D'ailleurs, Pablo Longoria, dans un grand entretien à RMC, s'était excusé de ça. Longoria, je pense que c'est un bon pour tenter des coups quand il n'y a pas beaucoup d'argent. Par contre, quand il y a de l'argent, le mec, il part dans tous les sens. Alors c'est vrai, on a beau parler de bricolage, Pablo Longoria, si on fait un petit peu la globalité de ce qu'il a eu à dépenser sur le mercato, que ce soit en tant que président ou en tant que chief scout, c'est quelqu'un qui a eu à peu près 200 millions de budget pour construire une équipe. Il l'a très bien fait dans un premier temps. Là, il est un petit peu en train d'abîmer son aventure avec Marseille. Là, il prend sa première vraie grosse tempête. Il y a des présidents qui s'en sont sortis, d'autres non. Adèle, je crois que tu voulais rajouter quelque chose juste avant de laisser la parole à Bilal. Ouais, non, c'est en lien avec le commentaire. Avec les commentaires qui sont écrits. Déjà, dans un premier temps, c'est vrai que par rapport aux joueurs qui sont sur le terrain, on a l'impression qu'ils sont assez bridés, qu'on n'arrive pas à utiliser la plénitude de leur potentiel. Il y a des joueurs quand même créatifs, que ce soit Harit, Iliman Ndiaye, il y a des joueurs aussi comme Ismail Assar qui sont capables d'apporter de la vitesse. Alors, certes, c'est par à-coup dans le match, mais on a l'impression que lorsqu'ils sont alignés, il n'y a pas de connivence entre eux. On a l'impression qu'ils sont pas libres de circuit. Non, ils sont pas libres de ce qu'ils peuvent faire. Et pour moi, c'est assez dérangeant quand tu n'es pas capable. Pour moi, c'est souvent ce que je dis. Quand tu es une équipe, les tâches défensives, il faut les faire ensemble parce que si tu ne suis pas, etc., ça peut décaler plein de choses. Mais à un moment donné, offensivement, tu as des joueurs qui sont créatifs, qui ont des qualités. Laisse les joueurs s'exprimer parce qu'au final, si tu les brides, tu arriveras à rien tirer d'eux. Et par rapport à ce que disait Sacha et aussi sur le renouvellement de l'effectif, comme ça a été dit dans les commentaires, Longoria a été vu comme quelqu'un qui faisait des coups très intelligents, qui ramenait des joueurs pas forcément chers, pas forcément des transferts coûteux. Mais là, on a l'impression qu'on est passé à un système limite de trading qui ne correspond pas pour moi forcément à l'OM. Quand je dis ça, c'est voilà, tu vas attraper un joueur pendant un an. Bon, s'il y a une opportunité de le vendre un peu plus cher, ça part. Tu vas le vendre directement, mais des fois, il n'y a pas forcément une plus-value extraordinaire. Il n'y a pas forcément. Tu peux garder le joueur, mais tu vas quand même le vendre. Et pour moi, tu perds dans cette continuité qui fait que Marseille aujourd'hui n'arrive pas à avoir forcément de projet stable. Et c'est vraiment dommage parce qu'on était parti quand même sur un renouvellement et sur de bonnes bases. Et ça reste quand même un club historique français qui devrait au moins être tout le temps toujours derrière le PSG. Il ne devrait même pas avoir des équipes entre les deux. Mais malheureusement, voilà, c'est une philosophie, c'est un point de vue, mais ça ne marche pas forcément du coup. Toi, Bilal, tu es supporter marseillais, donc forcément tu parles avec l'émotion. Tu connais le club, non pas de l'intérieur, mais limite, tellement tu le suis, à peu près comme moi. Qu'est-ce que tu penses de la situation à l'OM de manière plus générale? Est-ce que pour toi, Gattuso est encore l'homme de la situation? Et est-ce que, comme Abdel, tu penses qu'il y a une multi-responsabilité entre guillemets à l'Olympique de Marseille? Je m'exprimerai dessus juste après. Là où je rejoins ce que vient de dire Abdel et Sacha, c'est qu'il ne faut pas tout mettre effectivement sur Gattuso. Longoria a une énorme part de responsabilité au niveau de la planification sportive. C'est impossible de se retrouver avec un effectif aussi démuni au mois de janvier, en sachant que la CAN, tout le monde le sait qu'il y a la CAN, c'est impossible de se retrouver avec si peu d'options. Donc clairement, Gattuso a dû se débrouiller à un moment avec un effectif qui était plus que remanié. Maintenant, il faut faire le bilan aussi de ce qu'il a proposé jusqu'à aujourd'hui à l'Olympique de Marseille. On a
un début de mois de décembre où on enchaîne les victoires, qui nous replace bien dans la course. Mais sinon, au niveau du jeu, il n'y a absolument rien. J'ai beaucoup de mal avec ces lectures de match aujourd'hui. Moi, je ne comprends pas ce qu'il a fait hier contre Lyon, par exemple. Alors, je comprends le début de match, tu as Klose qui est pas bien, donc du coup, tu vas mettre Meïté latéral droit, très bien. Mais en cours de match, quand Klose rentre, pourquoi tu ne repasses pas dans le système dans lequel tu as le mieux joué, ce système à 3 derrière, avec 2 pistons. Merlin, qui a été recruté, est un piston gauche. Klose, c'est son poste préférentiel. Et dès qu'il s'est retrouvé sur le terrain, c'est là où il a fait le plus de différence. Aubameyang, on sait aussi qu'à 2 devant, il est beaucoup plus à l'aise et il est beaucoup plus percutant dans ces moments-là. Pourquoi ne pas jouer à 2 points de devant pour finir le match, pour peser un petit peu sur les 3 de derrière de Lyon? En fait, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas su s'ajuster, pourquoi on a laissé Luis Enrique. Si on reste en 4-3-3, on laisse Luis Enrique à droite. Je ne comprends même pas ce choix. Luis Enrique à droite, il n'a absolument rien proposé. On a Ismail Assar qui sort d'une belle canne, qui vient de revenir. Tu peux le faire rentrer pour 20 minutes ou en tout cas tenter des choses. Moi, je trouve qu'en vrai, dans les choix, j'ai beaucoup de mal à lire ce qui est proposé. Même défensivement, tu parlais du pressing tout à l'heure. Le pressing, il n'est pas coordonné exactement. Il y a beaucoup de choses qui sont très faibles et en fait qui sont pas à la hauteur de l'OM. Et je me demande vraiment, en fait, entre les semaines, on voit pas d'évolution positive et à chaque fois on veut bien attendre, etc. Mais en fait, moi je me demande pas s'il faudrait peut-être pas changer maintenant parce qu'il reste 14 journées et qu'en fait c'est maintenant pour aller en Europe et quitte à perdre un peu d'argent, tenter un coup. Lyon a changé 2-3 fois de coach, ça a l'air d'aller un peu mieux avec Kersage. Un petit peu plus alarmante Alors, quand même à Lyon. non mais bien sûr, évidemment, mais ce que je veux dire c'est que… aussi. Comment ? Lyon c'est en interne, est-ce que c'est pas tout le monde qui arrive à faire confiance, mais Bien sûr. il y a un problème que tu soulignes, c'est par exemple… Aujourd'hui, Jonathan Klose, il y a eu des rumeurs au dernier moment du mercato, mais finalement, dans l'optique, on en revient à tout ce qui est trading et tout. Jonathan Klose, il a 31 ans. Peut-être que s'il fait une bonne fin de saison, qu'il va avec l'équipe de France, peut-être que tu pourras le vendre. Mais pourquoi, dans un match où normalement il peut s'exprimer, tu préfères mettre Bamo Meïté, excentré, etc. On n'a rien compris à cette histoire. Alors, apparemment, sa blessure diplomatique contre Monaco, c'est pour s'économiser en vue de l'Euro, etc. C'est des déclarations du club, il y a des contre-déclarations. Il y a le temps. C'est un bordel. De toute manière, t'avais fini, Bilal, ou pas? Non, mais je pense que voilà, de toute façon, on l'a tous vu sur le terrain, le niveau de l'Olympique de Marseille. Mais en fait, moi, ce que je me demande, c'est en fait, est-ce qu'on va laisser ce truc-là évoluer? Là, aujourd'hui, il y a une réunion de crise avec Longoria. La fameuse, faut se dire les choses. Voilà, et moi j'ai toujours ce problème avec Gattuso, c'est que même dans sa communication vis-à-vis de la presse, je trouve que il parle comme si, enfin, tu sais, parfois les coachs vont parler complètement à côté de ce qu'on voit à l'écran. Lui, il parle, on s'est jamais fait dominer, des mots de ce genre, alors qu'en vrai, on les regarde les matchs, on les voit. Comment dire que Marseille ne se fait pas dominer? C'est un Lyon, franchement, plutôt faible hier. C'est une équipe que normalement, avec les éléments, parce qu'on en parlait de l'effectif tout à l'heure, on a des éléments de qualité quand même. C'est pas un effectif moyen. Je pense que c'est un des meilleurs effectifs sur le papier, en termes de joueurs intrinsèquement. Et là, tu parlais de sous-exploitation de cet effectif, je suis totalement d'accord. C'est un des effectifs sur le papier. L'un des mieux taillés, entre guillemets, pour l'Olympique de Marseille, pour aller chercher vraiment plus haut. Il y a de la profondeur, il y a différents profils. L'ambition, rappelle-toi, on en parlait cet été. On avait une vraie ambition le par rapport à cet mercato effectif-là. où on va jouer le titre. C'était pour moi, voilà. On a vraiment beaucoup d'options. T'as l'impression que l'OM joue un peu comme si la saison était, entre guillemets, finie, Voilà, comme s'il n'y avait plus rien à jouer, alors que, malgré les mauvais résultats, t'es pas largué encore en championnat. T'es qualifié en Europa League, t'es qualifié en Europa League, t'as fini premier de ton groupe. Bon, il y a encore combien, pardon? Deuxième. Pardon, oui. En championnat, tu commences quand même un tout petit peu à être largué, même si devant ça avance. Tu es dans un ventre mou. C'est ça. Tu perds un match, tu peux finir 14e et tu gagnes, tu peux finir 7e. Mais vu la spirale actuelle, tu as plus l'impression que ça va jouer le plus bas. On parlait de multi-responsabilité à l'OM, vous avez totalement raison. Et je sais qu'à Marseille, chez les supporters, on aime bien tirer sur un, puis sur un, puis sur un. Mais en fait, c'est un melting pot de tout ça qui fait qu'on en arrive à des situations comme ça. T'as, comme tu l'as dit, planification sportive. Longoria s'est trompé et pour la première fois s'est trompé parce qu'il reste sur quand même de très belles saisons. Sampaoli, tu dors, tu surfes sur un cercle vertueux et on va pas mentir, tu l'as dit, cet été, tout le monde pensait qu'on avait une équipe taillée pour aller jouer le titre. Pablo Longoria s'est trompé manifestement. La CAN, pas faute d'avoir prévenu. On a ensuite la responsabilité de supporters, désolé du terme, débiles, entre ce qui s'est passé à la commanderie, les sifflets contre Tudor. Il y a une instabilité, en tout cas dans le supporterisme dans ce club, qui est très très compliqué à gérer et qui fait en sorte que le climat ne peut pas être sain, même dans des périodes où t'enchaînes 2 podiums, c'est la première fois depuis 10 ans. Marseille-No arrive, ok, les résultats sont pas bons, le jeu est pas terrible, on est à la 5e journée. Tu vas menacer tes dirigeants. C'est quoi ce bordel? Les supporters qui sifflent Tudor, pas un match officiel.
Tout le monde a sa part de responsabilité, de Longoria aux dirigeants, aux joueurs qui, je suis désolé, pourrissent, salissent ce maillot hier soir, non pas dans le niveau de jeu, mais surtout dans l'envie. Je peux pas voir Unai 10 fois dans le match à faire 5, 6, 7 touches de balle et n'avoir aucune solution, aucun mouvement. C'est pas possible. Il y a des joueurs qui, dans le passé, ont honoré, ont glorifié ce maillot. Tu n'as pas le droit de le salir quand tu portes le maillot de l'Olympique de Marseille. Donc de joueurs à supporters, à la direction, tout le monde a sa responsabilité. Et c'est ce petit mix qui fait en sorte qu'aujourd'hui, Marseille est devenu ingérable. Tu fais quoi, un cycle de 2-3 ans, là, où ça va à peu près bien. Et encore, tu as quand même Annecy, Tottenham, Panathinaikos. Enfin, on a souffert. Mais bref, ça va un peu mieux qu'avant. Là, tu repars sur une période de bordel où tu reviens dans le flou. On dirait la fin de Jacques-Henri Hérault, on dirait la fin de Garcia, on dirait le début du rachat, on dirait le début des années 2010. Voilà, c'est des périodes que Marseille connaît tous les 2-3 ans de cycles où finalement tu ne sais pas où tu te retrouves et tu ne sais pas dans quel état tu es. Et le problème, c'est que moi je me demande, sans rachat, pas forcément dans l'optique que Marseille devienne un club État, parce que je ne souhaite pas le futur du PSG, l'Olympique de Marseille par exemple, d'un point de vue identité, philosophie, etc. Mais qui aujourd'hui peut gérer l'OM, que soit l'entraîneur, la direction. C'est devenu impossible. C'est devenu impossible. Moi, j'aimerais votre avis, messieurs, comment on gère ce club ? J'ai plus de solution. Ça fait 13 ans, 14 ans que je suis ce club tous les jours. Je suis désabusé, j'ai l'impression de vivre le même scénario tous les ans. De toute façon, c'est un club qui a toujours été très compliqué à gérer. C'est un club qui a une pression énorme de la part de ses supporters. C'est un club où il y a souvent eu des petits soucis en interne. Moi, alors, depuis que je suis le foot, depuis que je suis le championnat de France, j'ai toujours vu des conflits en interne qui se déroulent au sein de l'OM. J'ai toujours vu des sifflets dans les stades, des supporters, je ne mets pas tous les supporters dans le même sac, mais quelques supporters qui se comportent de manière complètement… Tu dors, il n'a pas fait un match officiel. Après, au final, il t'a montré dans le jeu qu'il avait quasiment fait la meilleure saison dans le jeu depuis Bielsa. Après, sur cette saison, moi, j'ai quand même l'impression que la saison s'est arrêtée, entre guillemets, au match contre le Panathinaikos. Parce que ce match-là, je pense qu'il a complètement flingué ce qu'avait imaginé Longoria, ce qu'ont imaginé les supporters. En fait, Longoria, il avait bâti une équipe, il avait recruté en se disant, voilà, j'ai la Ligue, on va se qualifier pour la Ligue des Champions, on va être enfin compétitif en Ligue des Champions. On a un entraîneur, Marcelino, qui a en tout cas une patte. Ça avait marché ou pas, il avait une idée. Voilà, ça marche ou pas, il avait une patte, mais ce match contre Panathinaikos, je pense qu'il a tout flingué. Oui, mais tu peux pas être aussi naïf que ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est que quand tu arrives à un tour préliminaire, tu sais que c'est la Ligue des Champions, tu sais que tu as changé une grosse partie de ton effectif, bien tu sais que tu amènes un mais ce match, coach mentalement, il a tout flingué. Non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas, si tu es président de l'OM, débarquer et te dire, ok, bah, il y a les préliminaires, je vais changer énormément de choses, je vais apporter une philosophie de jeu qui n'a rien à voir avec ce que je proposais avant et me dire, bah, en fait, c'est bon, ça va le faire. Je pense pas que parce que l'OM s'est imaginé passer tranquillement, je pense. Bah, j'ai un peu de mal à y croire, surtout quand tu vois le match aller. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, je pense que voilà, ils investissaient ce qu'ils pouvaient investir pour justement être compétitifs, quoi qu'il, que ce soit en championnat, en Europa League ou s'ils réussissaient à passer en Ligue des Champions. Moi, je pense que c'est la suite c'est les événements avec Marcelino où au final, bon, on va pas réécrire l'histoire, mais on n'a pas eu beaucoup de temps pour le voir, même si on était tous mécontents, ça faut aussi le dire. Mais c'est sûr que à partir de ce moment-là, quand tu as construit ton effectif avec un système et que tu vas ramener un nouveau coach, déjà l'instabilité que tu as ramenée pour tous les nouveaux éléments que tu as pu avoir et cette nouvelle philosophie qui n'est pas la même, c'est sûr que tout de suite tout devient plus compliqué. Et à Marseille, ça va vite. Donc il suffit effectivement de tomber à ce moment-là dans une spirale et c'est très très dur de s'en relever. Il y a eu un gros tournant. Moi, je pensais qu'on avait trouvé une stabilité à la fin de la saison de Sampaoli. Moi, j'avais été étonné qu'il parte. Tout le monde avait été étonné. Mais à ce moment-là, tu as l'osmose entre supporters et club, des joueurs ultra attachants. Un Pablo qui est au firmament de sa gloire de l'époque. Parce qu'à un moment, Pablo Longoria était quand même vénéré à l'Olympique de Marseille. Parce qu'il a eu au moins, parce qu'il ne faut pas tout jeter non plus, il nous a redonné de l'espoir. Dans une période qui était très compliquée où Jacques-Henri Hérault avait vraiment saboté le club, Pablo Longoria a redonné de l'espoir. Mais aujourd'hui, Abdel, par quoi ça doit passer ? Parce que tu l'as dit, l'effectif est compétitif. Est-ce qu'il manque juste un coach avec une identité ? Quelqu'un pour animer ce groupe et faire en sorte que ça coordonne bien. Tu as déjà eu tes coachs. Moi, c'est pas forcément le coach, moi, c'est plus la continuité dans l'effectif. Une planification. Ouais, je pense qu'à un moment, excusez-moi, à un moment donné, quand tu as des joueurs qui sont… En fait, j'ai l'impression, malheureusement, que les joueurs ou certains joueurs voient l'OM comme un tremplin, alors qu'auparavant… Et plus un club dans lequel s'épanouir. Voilà, avant, c'était un club, le numéro 1 français, le club dans lequel tu restes, où on apprend à te faire aimer, alors que tu n'étais peut-être pas forcément attaché, que tu n'as pas envie de quitter. Tu le disais avec
la fin de saison de Sampaoli. Mais pour moi, il faut partir au moins sur des cycles de 2-3 ans parce que les joueurs que tu prends à Marseille, ce n'est pas des joueurs d'expérience. Tu prends quand même beaucoup de jeunes joueurs. Et pour moi, se faire les dents, entre guillemets, à Marseille et vivre des choses à l'OM, je pense que c'est une possibilité de le faire pendant 2-3 ans et ça te permet de grandir pour aller chercher peut-être d'autres étapes de ta carrière. Et aujourd'hui, le coach, c'est une chose. Mais si tu as un groupe qui vit bien, qui arrive à faire de bonnes choses, à avoir des bons résultats, tu peux amener n'importe qui a une bonne vibe, une bonne idée et aussi qui peut te faire progresser les joueurs. Parce que les joueurs, on a l'impression que, je disais tout à l'heure, ouais, ils ont des qualités, etc. Mais à un moment donné, tu n'es jamais au top de ta forme, mis à part voilà, tu as toujours des choses à apprendre. Il faut que les joueurs, ils aient envie et ils soient concernés par le projet que le coach propose en me disant, coach, ouais, dans quoi tu vas me développer? Là, je vais aller me crever pour toi. Ou alors, je vais jouer comme ci, je vais jouer comme ça. Et malheureusement, je pense que c'est vraiment une continuité dans les joueurs plus que le coach pour moi. Encore 5 petites minutes sur l'Olympique de Marseille, après on va changer de sujet. Et en plus de ça, il y a aussi, comme tu le dis, des bons joueurs certes, mais dans quel contexte? Et aussi, parfois, on ne comprend pas les choix de poste. Par exemple, je repense à Iliman Ndiaye. Il a quasiment pas joué. Il y a un match contre le Pana. Il a joué un match. À un moment, là, il est reparti côté. Là, il était côté droit. Contre le Panathinaikos, il joue à son poste et c'est un de ses meilleurs matchs de la saison. Voilà, alors qu'on voit bien que ces bons matchs, ils ont eu lieu quand il était proche de la surface, quand il était un peu plus dans le cœur du jeu, où il pouvait justement exploiter toutes ses qualités. À droite, on n'a pas été rassuré pour le moment, il n'arrive pas à faire la différence. Et il y a plein de joueurs où c'est un peu le cas. Au final, on a ramené quand même des éléments d'expérience cet été avec Kondogbia, Obama. Mais la réalité, c'est que Kondogbia, il a été pété quasiment la totalité. Et Aubameyang, au final, il fait ses stats, il fait ce qu'il a à faire, même si lui, voilà, on ne peut pas le blâmer seul parce qu'au final, il fait ses stats quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que même pour les joueurs, il y a une nécessité de s'adapter encore plus forte. En plus de ce contexte-là, tu dois jouer à des postes qui ne sont pas les tiens, dans un système qui ne te ressemble peut-être pas aussi, ce pourquoi tu as été amené à la base. Donc c'est très compliqué de se projeter, je pense, pour eux. Et quand tu ajoutes tout ça à l'OM, il y a un moment en fait où c'est très compliqué. Je pense malgré tout que si tu adhères totalement et que tu es 100% derrière ton coach, je pense que tu peux arriver à avoir de bonnes... Non. Sur le papier, tu peux arriver à avoir de bonnes sur le papier, pour moi, tu as performances. le deuxième effectif de Ligue 1. De très loin. Même si tu n'es pas 100% à ton poste, je pense que tu peux, dans le cas où tu adhères complètement au discours du coach, que tu es à fond derrière lui et que tu y crois, tu peux parvenir. Oui, mais si c'était le seul problème, tu vois, t'as plein Non, de c'est pas le seul problème, mais c'est un des problèmes. Moi, je suis pas forcément d'accord avec cet argument, juste par rapport à ce que je disais juste avant. En fait, à un moment donné, c'est vrai que il y en a, ils vont peut-être que dire que tu vas jouer numéro 8 ou numéro 10, c'est pas la même chose, c'est peut-être la même zone, etc. Mais il y a deux choses pour lesquelles c'est bien d'être aussi en concordance avec son coach et avec la personne qui s'occupe du recrutement. C'est que si je joue en 4-3-3, tu ne vas pas me ramener peut-être que des numéros 6 ou 2-6, etc. Ouais. Il va falloir que des mecs… C'est pas parce qu'il y a un mercato d'opportunités qu'il y a un joueur… Il faut sauter sur l'opportunité sous prétexte que c'est une opportunité. Déjà, ça, c'est une chose. Et j'en reviens aussi avec le coach qui arrive à te faire progresser. Iliman Ndiaye, quand il est recruté à Sheffield, c'est un deuxième attaquant, c'est un peu un électron libre qui tourne autour. Il a de la liberté, il peut aller à gauche, à droite. Bref, là, tu le fais rentrer, tu le cantonnes à droite. Exactement. Pas de souci. Mais à un moment donné, ça reste des jeunes joueurs, ça reste des gens qui ont besoin d'avoir des conseils pour progresser. Mais si tu lui dis, joue comme un numéro 10 dans le couloir, mais qu'il n'a pas d'éléments supplémentaires, au final, le mec, peut-être qu'il ne progresse pas, peut-être qu'il ne va pas arriver à se surpasser et il ne sait même pas ce qu'il doit faire. Et Iliman Ndiaye, il y a un truc en plus aussi, c'est qu'il a une pression morale très particulière. Lui qui est fou amoureux du club. Oui, même par rapport à sa vidéo qui a été faite. Bien sûr, il a quand même une pression qui est différente vis-à-vis des autres joueurs. Je parle de lui comme je pourrais parler d'autres. Aujourd'hui, quand tu arrives à avoir un joueur par ligne d'expérience, que ce soit Kondogbia, tu parlais de Renan Lodi, même si ça n'a pas été une chose folle, tu as Aubameyang. Tu vois, ça doit être aussi des moteurs pour que les joueurs autour d'eux progressent, mais tu as l'impression qu'on ne leur laisse pas forcément aussi cette liberté, alors que dans des clubs qui étaient un peu peut-être plus grands, où ils ont joué peut-être plus de choses, ils étaient libres et ils arrivaient à apporter aussi ce leadership. Parce qu'à Marseille, il faut avoir ce caractère. Ce n'est pas forcément que les statistiques. Tu vois, si tu arrives à te donner à mouiller le maillot, ça reste quelque chose pour les supporters qui est intéressant, mais on n'arrive pas à trouver même cette envie chez certains, comme tu le disais au début d'émission. Il y a juste un petit commentaire intéressant, je vous laisse sur cette dernière question
Après, on va changer de sujet parce que ça fait un long moment qu'on est sur l'OM. Commentaire très intéressant de Pierre-Louis. Tu parlais de contexte et de la manière dont les joueurs réfléchissent. Pierre-Louis, il te demande si ça l'étonnerait pas, par exemple, si tu avais déjà des rumeurs sur un départ d'Ismaïla Sarr, d'Iliman Ndiaye, etc. Est-ce que ce contexte-là, la possible peur de partir d'un moment à l'autre, ça peut pas un peu les briser mentalement? Le fait de dire, putain, Renan Lodi vient d'arriver, par exemple, il est reparti direct. Dès l'hiver, tu entends des rumeurs sur Ismaïla Sarr, ça fait 6 mois qu'il est là. Est-ce qu'il y a un truc de on leur laisse pas le temps, ou est-ce que vous prenez le problème dans l'autre sens de Pablo Longoria, il agit tout de suite? Est-ce que cette réactivité vis-à-vis des départs, des mouvements dans le club peut briser les joueurs un petit peu mentalement? Pour moi, oui, forcément, ça a un impact sur ton mental de savoir que tu es sur la sellette. Après, quand tu es à l'Olympique de Marseille aussi, il y a ce truc où tu dois savoir évoluer dans un contexte où rien n'est jamais facile et tu dois être prêt à tenir ces impératifs mentaux. Tapi, virer ses coachs au bout de 3 mois, des fois, voilà, ça fonctionnait. Le truc, c'est que bien sûr, mais peut-être si jamais ça te peine au point que tu n'arrives pas à être bon sur le terrain, je pense que c'est juste que tu n'es peut-être pas armé, en tout cas à ce moment-là, pour jouer à l'OM et pour assumer la pression de ce public. Moi, dernière phrase, je suis d'accord avec Bilal, mais aussi, à un moment donné… Bilal. Avec Je crois qu'il Bilal, aime pas Il n'a Bilal. pas de gars là. En fait, à un moment donné, si Longoria, comme tu dis, tape dans le vif, Ouais. il peut taper dans le vif avec un joueur, mais tu peux pas taper dans le vif avec 5 joueurs. Avec À un cinq moment joueurs, donné, ouais. ça veut dire que c'est toi qui t'es trompé. C'est exactement ça. Parce que ça, c'est Ouais, non, c'est vrai. c'est un problème. On te fait confiance sur le recrutement. T'es une tête dans ce domaine-là. Tu peux dire, Renan Lodi, ça n'a pas marché, on prend l'exemple parce que c'est le plus concret. Ça n'a pas marché, bonne continuation. Mais Iliman Ndiaye, bon, un peu moins. Ismaïla Sarr, Vitinha, et trucs. Mais à un moment donné, tu te trompes sur 6 arrivées. Mais alors, c'est qui est fautif? Ça veut dire que tu n'as pas su peut-être analyser correctement le contexte des joueurs. Et aussi, il y a le contexte, comme je disais, mental. Et malheureusement, Longoria, c'est un peu plus dur pour lui. Damska L2 qui confirme ce qui a été dit, hein, Ndiaye avant la trêve et la CAN, il a enchaîné 2 à 3 matchs de suite où il était bon et c'était en 9,5 en électron libre, donc à son poste. C'est pas le plus à blâmer. Voilà, on a essayé pêle-mêle de revenir sur ce qui fait que l'Olympique de Marseille est dans le flou aujourd'hui, qu'on ne comprend pas très bien la direction que prend le club actuellement. Après pourtant 2 plutôt belles années, que ce soit dans le jeu, certes sans trophée, mais des années qui nous ont plutôt enchantés.